à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'animer ce débat aujourd'hui entre Emmanuel Todd et Henri Guénaud. Je vous les représente rapidement, évidemment. Henri, donc, qui est haut fonctionnaire, un homme politique qui est économiste de formation, qui a enseigné dans plusieurs grandes écoles, qui a été commissaire général au plan de 1995 à 1998, et puis quelques années plus tard, qui est devenu le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy pendant toute sa présidence. Emmanuel Todd, qui est... Ton tabou est à moitié pardonné. Emmanuel Todd, bien sûr, qui est anthropologue, démographe, qui est historien, évidemment, prospectiviste, pourrait-on dire, et ces prospectives l'ont parfois amené au rôle, je ne sais pas s'il est envié ou enviable, de prophète. Dès 1976, avec la publication de son livre où, très en avance, il annonçait la décomposition et la chute finale de l'URSS à court terme. Puis en 2003 également, avec son livre Après l'Empire, où il annonçait la perte de puissance, des problèmes à venir de leadership des États-Unis, au moment où évidemment l'hyperpuissance américaine triomphante était partout. Pour revenir à nos échanges sur les crises, Henri, au mois de mai dernier, tu as sorti une tribune dans le Figaro qui a très largement circulé, très au-delà d'ailleurs des frontières françaises. Le New York Times en avait parlé, où tu alertais, tu t'inquiétais d'une marche à la guerre qui te rappelait un peu celle de 1914, avec ces somnambules qui ne voient pas forcément toutes les conséquences à long terme de ce qui peut se passer. Emmanuel, toi aussi, tu t'intéresses évidemment à ce sujet. Tu as sorti d'ailleurs aussi une autre tribune assez récemment sur ce thème-là. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, avec un an de recul, quel regard, Henri, tu portes sur ce qui se passe dans l'Est de l'Europe et sur les bouleversements géopolitiques que ça a entraîné sur la planète? J'ai écrit, quand j'ai écrit cette tribune, en général, je ne fais pas beaucoup de tribunes, je fais des interviews. C'est plus facile à gérer. Je l'ai faite je l'ai écrite parce que je n'en pouvais plus de l'ambiance qui régnait, du climat et de l'espèce d'aveuglement qui nous entraînait sur une pente que je jugeais extrêmement dangereuse. Alors, je voulais pas faire du tout de morale, surtout la morale du bien et du mal, le camp du bien, le camp du mal, alors qui a raison, qui a tort, qui est bon, qui est mauvais. Chacun peut se faire son idée. Je trouve que ça pourrit le débat. Ce qui m'intéressait, c'était mettre l'accent sur la nature de la guerre. Pour dire, écoutez, la guerre, c'est toujours une montée aux extrêmes. La guerre, c'est un phénomène très particulier où chacun peut être amené à faire ce qu'il croyait ne jamais faire de sa vie. Alors, appelons ça escalade, engrenage. Et nous en avons d'ailleurs donné l'exemple. Alors, j'avais beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale pour ce qui était de l'engrenage qui menait à la guerre. Ce n'était pas de l'analogie comme on dit les imbéciles, c'était juste une façon d'illustrer ce phénomène qui n'est pas un phénomène propre à 1914, mais qui est particulièrement presque à l'état chimiquement pur dans cette période-là. C'est-à-dire un moment où, en fait, personne ne veut vraiment ce qui va se passer, et par enchaînement psychologique où chacun prête à l'autre ses propres angoisses et ses propres ambitions, on finit par arriver à quelque chose, encore une fois, que personne n'avait vraiment voulu. Voilà, et tout le monde préparait la guerre sans la vouloir, et puis elle a fini par arriver. Mais j'avais aussi beaucoup fait référence à la Seconde Guerre mondiale pour une raison simple, c'est qu'elle nous montre combien des gens qui n'avaient pas l'intention de commettre de grands crimes en ont commis, y compris, pas seulement, je parle pas d'Hitler qui lui avait l'intention de commettre ces crimes,
mais je parle des Alliés. C'est-à-dire quand pendant une semaine, les Alliés décident de bombarder Hambourg, qui font au moins 40 000 morts civils, ils ne bombardent pas des installations militaires, ils bombardent des civils. Et qu'on entre ainsi dans un cycle, dans un moment de la guerre où on va bombarder sans arrêt les villes allemandes pour casser le moral des populations et pour essayer de les retourner contre le régime, qu'on en arrive au bombardement de Dresde, où en une nuit, on tue entre 40 000 et peut-être 80 000 personnes brûlées vives. C'est Churchill et Roosevelt. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens qui n'auraient jamais pensé faire ça de leur vie. Eh bien, ils le font. Quand Truman a balancé 2 bombes nucléaires, parce que la première n'a pas suffi, sur 2 villes japonaises, Truman n'aurait jamais pensé un jour commettre un tel acte. Et l'engrenage de la guerre conduit à ça. C'est un peu comme une tragédie grecque. Une fois qu'on a écrit le début, ben on va à la fin de façon inexorable, inéluctable. Voilà. Et ne pas voir ça me paraissait une faute majeure. Voilà. Et un an après, j'espère que l'histoire ne me donnera pas raison jusqu'au bout, mais un an après, nous assistons à une escalade permanente. Il faut quand même être, je rejoins assez ce que dit Emmanuel, mais nous faisons la guerre. Voilà, on peut se dire juridiquement, on n'est pas co-belligérants, faisons la guerre, nous donnons aux uns les moyens de tuer les autres, de plus en plus, prenons des sanctions économiques, faisons la guerre. Voilà, je sais pas jusqu'où ça ira, j'observe simplement que au fur et à mesure de l'avancée des événements, du déroulé des batailles, etc., la surenchère continue. C'est-à-dire au début, personne n'imaginait que l'Ukraine rendrait un jour le Donbass, que l'Ukraine reprendrait le Donbass et la Crimée. Et maintenant, on en est, le Donbass apparaît à qui qu'il faut qu'il récupère le Donbass, et on en est à la question de la Crimée. Encore une fois, j'espère que l'histoire me donnera tort, mais je pense que si la Crimée devait être envahie par l'Ukraine, s'il y avait un risque réel pour la Russie de perdre la Crimée, nous entrerions dans un autre monde, dans un autre moment de l'histoire. Et que nous sommes quand même dans une situation inédite par rapport à toutes les guerres totales que nous avons connues, c'est que nous vivons cette situation sur fond d'arsenaux nucléaires gigantesques. Ce sont les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, les 2 plus énormes arsenaux nucléaires de la planète, avec lesquels on peut effectivement transformer la guerre mondiale que décrit Emmanuel en guerre totale nucléaire mondiale. Donc, ça n'effraie personne, voilà. C'est ça qui me désespère. On est toujours nous sommes le camp du bien, nous avons donc raison, et le problème du camp du bien, c'est qu'il peut tout se permettre, puisqu'il est le bien. Emmanuel, est-ce que tu veux aussi ajouter quelque chose sur Oui, sur non, ce point? je pense, d'après ce que j'entends, on a des pensées tout à fait complémentaires. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la Crimée, hein, compte tenu de ce qu'est la doctrine militaire russe, parce que les Russes ne vivent pas du tout à l'idée qu'ils sont une puissance mondiale, ils vivent avec l'idée que leurs forces conventionnelles sont inférieures à celles de l'OTAN et que le territoire de la Russie pourrait être menacé. Et ils ont changé leur doctrine des époques anciennes, et c'est écrit noir sur blanc que si le territoire et l'État russe sont menacés, ils peuvent faire des frappes nucléaires tactiques. Et évidemment, pour moi, la Crimée serait un point d'application. Alors, sur la question de parler de la crise, je dois d'abord dire que je n'ai pas été très courageux. C'est-à-dire, je me suis tu pendant 8 à 9 mois. C'est pas simplement un manque de courage, parce que je suis évidemment totalement décalé par rapport à l'environnement intellectuel. C'est pas juste un manque de courage, c'est que moi je ne trouve pas que les chants désespérés sont les plus beaux. Et l'idée de me faire carboniser pour rien ne m'intéressait pas. Donc là j'ai commencé à parler parce que
c'est pas sûr que ça soit pour rien, et en plus, c'est même pas sûr que je sois carbonisé. Donc, j'ai fait quelques chroniques dans Marianne, qui étaient peut-être tellement savantes qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'écho. Et c'était la recherche de pointe, compliqué à lire. Et là, j'ai fait un grand entretien dans le Figaro, qui est un succès mondial, je dois dire. Je passe mon temps à regarder avec ravissement des traductions albanaises, indonésiennes, thaïlandaises, anglaises, quand même. Russe, il va de soi. Voilà. Mais je me suis décidé pour deux raisons. Je suis la conjoncture, je sais ce qui se passe, la conjoncture de la guerre, la conjoncture de l'opinion, la conjoncture économique. D'abord, je me suis exprimé au Japon, puisqu'au Japon, je suis un personnage très respecté, c'est juste le contraire d'ici. C'est-à-dire, je m'exprime dans les plus grands journaux, mon éditeur est l'un des plus grands éditeurs japonais, j'ai un éditeur génial, un type qui s'appelle, mon nom de famille est Nishi. Maintenant, c'est lui qui a trouvé le titre du livre japonais que j'ai publié là-bas en juin dernier, qui s'appelle La Troisième Guerre mondiale, est déjà commencé, et dont le contenu est d'ailleurs absolument pas différent de mon entretien au Figaro, qui est un condensé de ça. Ce qui montre d'ailleurs que de mon point de vue, la situation n'a pas tellement évolué. Donc, je ne vais pas raconter tout ça, mais je pense que l'une des raisons fondamentales pour lesquelles je peux m'exprimer maintenant, c'est que d'abord, je me sens protégé par l'empire du soleil levant, et aussi parce que maintenant, le doute s'installe. C'est-à-dire qu'il y a eu ces deux surprises de la guerre. La surprise de l'insuccès de départ de l'armée russe et la surprise, en fait, encore plus surprenante, de l'insuccès des sanctions occidentales et du fait que la Russie, que l'économie russe tenait. Et que petit à petit, on voit s'installer dans le camp occidental le doute sur l'issue finale de ce conflit. C'est-à-dire que le camp occidental a peur maintenant. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il va perdre. Je dis que maintenant, on ne sait plus. Et donc, dans un contexte où les gens ne savent plus, commencent à hésiter, on peut commencer à parler. Alors, pour moi, ce qui est très important dans l'analyse de cette crise, c'est de comprendre que la Russie n'est pas le problème. Je ne vais même pas en parler. Je suis d'accord avec le géopoliticien Mearsheimer. Je veux dire, Bakhmout, là où il y a de l'action, c'est à 130 km de la frontière russe, et c'est à 8400 km de Washington. Donc, pour moi, c'est une guerre préventive, défensive. Je suis d'accord avec Mearsheimer, et je conçois très bien que pour les Russes, je veux dire, ça soit existentiel. Je n'entre pas dans les fantasmagories d'effondrement du régime russe, parce que pour les Russes, Poutine, c'est le retour à la stabilité sociale dans les 20 dernières années. Donc les Russes, je les comprends, j'en parle même pas, je l'ai écrit, c'est pas intéressant. La chose fondamentale pour moi, c'est de comprendre la crise du monde occidental et la fragilité du monde occidental. Donc par exemple, il y a cette erreur de Mearsheimer qui est de dire la guerre est existentielle pour les Russes, mais implicitement pas pour les Américains. C'est le truc de la géopolitique américaine, c'est de dire qu'on est peinards entre deux océans, on peut faire toutes les conneries qu'on veut dans le monde, on peut tuer 3 millions de Vietnamiens, puis perdre la guerre, on s'en va, c'est pas grave. On peut tuer 300 000 Irakiens, et puis on se tire, c'est pas grave. Nous, en Amérique, on est bien. Mais ça, c'est pas vrai, ou plutôt, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. La vérité de l'Amérique, c'est qu'elle vit au crochet du monde. Le déficit commercial sur les biens augmente sans arrêt. Il a augmenté de 60% dans les 20 dernières années, malgré le protectionnisme de Trump et des autres. Et en fait, l'Amérique a besoin pour vivre de pouvoir continuer à importer des biens sans payer, parce que le dollar et le système financier américain contrôlent le monde. Donc il y a ce déficit commercial qui doit être fait. Donc en fait, et bien entendu, si la Russie tient, pour moi, le front principal n'est même pas le front militaire. Le front principal est économique. Si la Russie tient, si ces échanges sont réorganisés vers la Chine, bien sûr, mais vers l'Inde
ou vers l'Arabie saoudite, et que même que l'Arabie saoudite s'arrange avec la Chine directement, et préfère encore pas se réconcilier avec l'Iran tellement que les Américains ils n'en peuvent plus depuis des décennies, et ben, ça veut dire que le système de paiement internationaux est en train d'échapper aux États-Unis et que ben, y a un risque existentiel pour les États-Unis. Et pour moi, le vrai risque, il est là. Il n'est pas dans le risque existentiel pour la Russie. Les Russes, on sait ce qu'ils vont faire, tout est écrit. Pour ne pas comprendre ce que fait la Russie, il faut refuser de lire les textes de Poutine, de Lavrov et des autres. Mais le risque est du côté. Et la situation est telle que si, dans un premier temps, les Américains ont exulté de voir les Russes embringués dans une guerre à leurs frontières, épuisés, ils ont été tellement ravis de couper, c'était l'objectif initial, de couper les Allemands des Russes, de faire péter les gazoducs, etc. Il y a eu un moment de bonheur. Hein. Je pense qu'il y a un moment, j'imagine les géopoliticiens américains ivres morts après des fiestas, célébrant cette guerre faite par d'autres. Pour une fois qu'on n'engage pas l'armée américaine, on va gagner. C'est quand même, je veux dire, c'est la géopolitique, pas pour les nuls, c'est pour voilà. Mais en fait, la résistance économique russe n'était pas du tout prévue, et ça crée ce problème existentiel, vital pour les États-Unis, qui fait qu'ils ne peuvent pas tolérer. En fait, c'est très complémentaire de ce que tu disais. Henri était plutôt sur la logique intrinsèque de la guerre, une sorte de psychologie, hein, de trucs comme ça. C'est absolument pas contradictoire. Moi, je t'entendais, je disais oui, ça, j'avais pas pensé, mais en plus, il y a ce facteur de dynamique intrinsèque de la guerre qui aggrave ma logique. Je trouvais ça super complémentaire. Et donc, ils s'engagent de plus en plus, ils fournissent de plus en plus d'armes, et avec cette question, est-ce qu'ils peuvent ? Parce que la délocalisation industrielle, quand il faut produire des armements, ensuite, il faut pas passer à la caisse. Et c'est pour ça, j'attire votre attention sur ce qui se passe en ce moment, et je vais terminer là-dessus, hein, parce que c'est quand même, on pourrait parler à peu près 75 heures sur le sujet, je voudrais vous épargner ça. On est à un moment absolument crucial avec la pression qui est exercée par l'OTAN réel. Pour moi, il y a un OTAN théorique, hein, puis il y a un OTAN réel. L'OTAN réel, c'est les États-Unis, Londres, Varsovie et Kiev. Hein, c'est tout. C'est là, cet axe-là. Et les Français, mais surtout les Allemands, sont plus que des cocus dans l'histoire, puisque la stratégie américaine est une stratégie de destruction du lien entre l'Allemagne et la Russie, de destruction de la prise de l'Allemagne sur l'Europe aussi. L'Allemagne était devenue trop puissante en Europe. Donc pour moi, c'est une guerre que les États-Unis ont aussi menée. Je l'ai dit dans une revue suisse-allemande. Hein. Je ne suis pas en train de le dire en cachette des Allemands. Donc c'est une guerre contre l'Allemagne que les Américains ont engagée. Et là, tout se concentre sur le jeu contraindre les Allemands à libérer leurs chars Léopard 2 pour les lancer dans la plaine d'Ukraine, avec un sens de l'histoire qui fait rêver. Après les panthères et les tigres, lançons les... On imagine la culture historique des Gugus de Washington. Tu vois, c'est quand même ceux qui ont appelé leurs hélicoptères des Apaches, ce qui est quand même... Voilà, ben c'est ça, oui, c'est tout ça. Voilà. Et donc, ça... Et quand même, je veux dire, il faut regarder les choses telles. Quand même, pour le moment, je demande en ce moment, j'espère ne pas vous surprendre exagérément, mais je vous demande de l'empathie et de la tendresse pour l'Allemagne. Voilà. Nous sommes... Voilà, c'est là que je voulais en venir. Je vais faire mon coming out de pro-allemand.
hein, je veux dire, n'arrivant pas à changer de sexe, j'ai décidé de... mais je veux dire, les Allemands sont mis dans une situation qui est complètement invraisemblable. C'est-à-dire qu'ils ont vécu avec l'idée que les Américains étaient leurs protecteurs. Et donc ils se sont dit, bah oui, il y a la paix, les Américains nous protègent, et puis nous, on va faire nos petites affaires gazières avec les Russes et tout va bien. Et là, ils se retrouvent en fait désarmés, et leur protecteur leur fait péter leur gazoduc, puisque évidemment, c'est les Américains qui ont fait péter ces gazoducs, je dirais c'est de bonne guerre, et des protecteurs qui maintenant, qui en fait sont leurs ennemis, et qui maintenant essayent d'aller encore plus loin, d'assurer définitivement la rupture, de créer une situation dans laquelle la Russie et l'Allemagne ne pourraient plus se réconcilier. Parce que ce n'est pas réglé. Scholz n'a pas voulu rompre avec la Chine. La Chine est l'allié de la Russie. Donc la situation de l'Allemagne n'est pas du tout encore décidée. C'est assez fin. Mais bien entendu, si les Américains arrivent à obtenir de ce que des centaines de chars Léopard se répandent dans la crise ukrainienne, dans la plaine ukrainienne, là, je veux dire, pour les Russes, ça sera trop. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'attitude russe, de la diplomatie russe, il y a, on en parle souvent avec Olivier, la politique occidentale est totalement émotionnelle, complètement absurde, avec cette folle d'Ursula von der Leyen, je veux dire, qui réclame. Moi, j'ai sorti un livre sur les femmes avant qui m'a causé beaucoup de problèmes, mais là, je suis impressionné par le bellicisme féminin dans les hautes sphères occidentales. Je suis sur le point de commencer un calcul statistique pour essayer de mesurer le degré de bellicisme selon le sexe dans l'OTAN. Vous voyez ? Vraiment, c'est un vrai sujet, en fait. Voilà, dans l'émotion. Mais les Russes, eux, bah, c'est la vieille mentalité rationnelle et dure. En fait, quand on lit les textes russes, c'est pas toujours sympa. Il y a quand même un petit côté, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, vous voyez, à l'ancienne. Mais il y a cette exigence d'être rationnel et de ne pas céder à l'émotion. C'est ce qu'ils appellent le professionnalisme. Le mot professionnalisme, quand ils voient les Occidentaux, en dehors du fait qu'ils pensent que les Occidentaux sont des ordures, ils trouvent qu'ils ne sont pas professionnels. Hein? Donc il y a une volonté de ne pas se laisser dominer par l'émotion. Et en fait, tout le jeu avec ces chars Léopard allemands, avec un si joli nom, je pense que c'est quelque chose qui pourrait pousser les Russes dans l'émotion. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est là que je rejoins Henri et que je termine parce que je suis super bavard. Oui, peut-être une réaction. C'est pas une réaction, c'est pour prolonger. Ouais. C'est pour prolonger la conversation. Moi, j'avais pas du tout l'intention de sous-estimer la question économique, mais je vais revenir avant d'en reparler. Il y a une petite nuance non pas de désaccord, mais de différence d'analyse. Il a fait trop de politique. Il me ménage. Hein? Tu me ménages. Non, pas du tout. Non, c'est parce que tu dis, bon, les Russes sont rationnels, professionnels. Bon, ils n'ont pas été trop dans le déclenchement de la guerre, ni dans leur service de renseignement, mais ça, c'est une autre affaire. Je suis assez d'accord. En revanche, ils ont été mauvais, mais rationnels. Pas sûr qu'ils étaient. Ouais. Ils sont rarement, d'ailleurs, ils sont rarement professionnels dans les débuts de guerre. Hein, mais c'est pas. Je suis d'accord sur le fond, en revanche, et sur la motivation. C'est qu'effectivement, pour les Russes, c'est vécu comme une guerre défensive. Il y a beaucoup de raisons à cela, puisque c'est quand même une guerre que l'Occident, les Américains en particulier, ont préparée depuis 91 en fait. Parce que moi, j'étais très frappé de voir tous les gens pleurnicher de la mort de Gorbatchev.
alors que c'est l'Occident qui a tué Gorbatchev, c'est l'Occident qui l'a abandonné au profit d'Yeltsin. C'est l'Occident qui était très content de voir enfin exploser l'URSS, c'est-à-dire en réalité le vieil empire russe. Et là, cette guerre, elle se déroule comme toujours sur les débris fumants des empires détruits, parce qu'ils ont laissé des traces très, très profondes. Bon, mais tout ça était prévisible, mais la volonté de casser la Russie telle qu'on la voyait depuis Pierre le Grand, hein, enfin, était plus forte que tout. Puis ensuite, on ne va pas refaire l'histoire que tout le monde a racontée sur la volonté de la Russie, après la fin de la guerre froide, de faire partie, d'être partie prenante d'un système de sécurité collective, de retrouver un rôle de grande puissance avec une zone d'influence, mais de participer à l'ordre du monde. Et l'Occident, notamment les États-Unis, qui lui ont claqué la porte au nez. Bon, et qui sont allés pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Mais là où j'ai une petite nuance, c'est que c'est pas tellement les géopoliticiens américains, ce sont les dirigeants américains, ce sont peut-être les médias américains, ce sont certains partis, certains milieux. Les géopoliticiens américains les plus professionnels, pour reprendre ton expression, ils ont tous dit c'est une erreur, c'est même une faute que de vouloir pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Tous. Alors, ça a beaucoup circulé aux États-Unis, mais moins en France, mais je l'ai repris moi dans une interview que j'avais donnée à l'Express il y a 2-3 mois. L'actuel patron de la CIA a été à 2 reprises, c'est un diplomate, il a été à 2 reprises en poste à Moscou, la dernière fois en 2008 comme ambassadeur des États-Unis à Moscou. Et il a publié dans un petit recueil où il raconte sa carrière, une note qu'il a adressée à Condoleezza Rice, à l'époque secrétaire d'État, pour lui expliquer en 2008, donc on a la première révolution ukrainienne, que si on touchait au Donbass et à la Crimée, enfin ce problème-là pouvait faire franchir toutes les lignes rouges à la Russie, mais il explique ça très bien. On a l'impression qu'il décrit ce qui est en train de se passer. Donc après on peut reprendre les propos de Kissinger, les propos de Kennan, les propos, pour ne prendre que les plus célèbres. Hein, même Brzezinski dit à un moment donné, à la fin de sa vie, la solution, c'est que l'Ukraine soit neutralisée, soit neutre. Et là, je crois que c'est Kissinger qui a eu la meilleure formule en disant l'Ukraine ne peut être qu'un pont entre 2 mondes. Vouloir l'attirer dans l'un ou dans l'autre, dans l'orbite de l'un ou de l'autre, conduira à sacrifier et la prospérité et la paix de l'Ukraine, la sécurité de l'Ukraine. Donc tout ça était très connu. Tous les gens qui réfléchissent, même aux États-Unis, connaissaient ces enjeux. Et moi, j'ai le sentiment, alors il ne faut jamais prêter de l'irrationalité aux gens, j'ai le sentiment quand même que les Américains, dans cette affaire, comme dans toutes les guerres qu'ils ont menées, ont fait l'impasse et sur la géographie, et sur l'histoire, et sur la culture des peuples, et sur leur mentalité, qu'ils ont poussé leurs pions autant qu'ils pouvaient les pousser, qu'ils se retrouvent dans la situation qu'Emmanuel décrit aujourd'hui. Voilà, je suis pas sûr qu'ils avaient conscience d'aller là où ils allaient. Alors, c'est la vraie question, c'est l'état de conscience des États-Unis. Alors, honnêtement, on ne va pas se mettre à faire des calculs sur le pourcentage de géopoliticiens et leur degré d'influence qui pensent tel ou tel truc. Mais tu as mentionné Brzezinski, il y a son bouquin Le Grand Échiquier qui date de 96 ou 97, je ne sais plus si c'est Tilton ou Brzezinski qui a publié en 96 ou en 97, mais et dans ce livre, il y a l'Ukraine est ciblée et ce qui est désigné, c'est qu'il faut détacher l'Ukraine de la Russie et la Russie ne sera plus jamais un empire. Oui, et là, on a l'impression de voir une application de la ligne Brzezinski. Mais alors, je vais te donner raison sur un truc. On ne peut pas, effectivement... de toute façon, pour moi, les géopoliticiens, c'est des enfants attardés, c'est des vieux qui n'ont pas réussi à arrêter de jouer avec leurs soldats de plomb.
hein. C'est parce que, honnêtement, la géopolitique, par rapport... là, je parle en tant que chercheur, c'est quand même vachement simplet. Même un type comme Mearsheimer, que je respecte et qui est courageux, je veux dire, c'est quand même, il travaille avec des visions assez simplifiées de la réalité sociale. Hein. C'est pas usant. Je vous garantis que écrire un chapitre sur les transgenres dans un bouquin sur l'émancipation des femmes, c'est un peu plus compliqué que de briller en géopolitique, hein, pour moi. Donc c'est quand même, c'est pas ça. Mais donc il faut aller plus loin, voir l'ambiance. Je viens de lire un bouquin d'un universitaire qui est russe mais qui vit aux États-Unis. C'est souvent très intéressant. Les Russes qui ont été aux États-Unis disent des choses souvent très, très intéressantes parce qu'ils sont à cheval sur les deux mondes. S'ils ont été vivre aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas hostiles a priori au monde anglo-américain. Et s'ils sont russes et qui continuent à bien aimer leur pays à un niveau ou à un autre, eh ben, ils sont entre deux mondes et ils voient bien. Alors lui, je crois qu'il s'appelle Siansky ou un truc comme ça. Honnêtement, même les noms français, j'ai du mal. Donc voilà. Et il a fait, c'est un bouquin sur il a écrit plusieurs livres sur le développement de la russophobie aux États-Unis. Et comment dire? Et il a étudié chronologiquement la façon dont l'Amérique a rebasculé dans la russophobie à partir de entre 2003 et 2007. Alors qu'avant, il y avait un discours, etc. Et ce qui montre, à partir d'analyses quantitatives, etc., c'est que le moteur du basculement, ça c'est absolument fondamental, c'est pas les politiques, c'est pas l'État, et là, je vais te donner raison, ça me gêne, pas les géopoliticiens, c'est la presse. Et j'ai compris que tout au long de mon existence, j'avais été aveugle au rôle autonome des médias dans certains types de surexcitation sociale et idéologique. Ça s'appliquerait certainement à la révolution néolibérale, mais dans le cas des relations internationales, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, je suis en train de... Je me suis dit, mais j'ai vu la russophobie s'installer en France aussi. Et je repense aux 20 dernières années, et en France aussi, c'est la presse. En fait, ce n'est pas les politiques. Mais maintenant, on a des politiques qui vivent dans la terreur de la presse. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Et aux États-Unis, c'est là-bas que tout a commencé. Mais il faut élargir, c'est-à-dire que le problème de la russophobie américaine, la russophobie du système, c'est quelque chose qui se passe dans un système qui est en crise. C'est-à-dire que si vous étudiez un conflit mondial, vous avez deux grandes forces qui s'affrontent, la Russie et les États-Unis. Les États-Unis et leur protectorat. Le Japon et l'Allemagne sont des conquêtes militaires pour les Américains. Vous avez ces deux forces. Et vous essayez de voir d'où vient le problème, d'où vient l'agressivité, d'où vient la violence intrinsèque. Si vous sortez d'une analyse qui a défini la Russie comme retournant à la stabilité sociale sous Poutine, avec un effondrement du taux d'homicide, un effondrement du taux de suicide, une baisse accélérée du taux de mortalité infantile qui passe au-dessous du taux de mortalité infantile américain, vous dites, écoutez, la Russie est un système en stabilisation. On a un peu de mal à imaginer qu'un système en stabilisation après les souffrances des années 90 soit vraiment le problème à l'échelle du monde. Vous regardez les États-Unis. Là, vous voyez un pays où les inégalités sont montées d'une façon tellement spectaculaire qu'on a du mal à concevoir les États-Unis comme une démocratie libérale. Donc, pensez plutôt en termes d'oligarchie libérale est le bon concept. Et puis, les inégalités arrivent à un tel point qu'elles produisent des hausses de mortalité et des baisses d'espérance de vie dans la partie inférieure de la population. Donc, vous avez un système américain qui est, je veux dire, en crise. Et donc il y a un rapport entre l'agressivité américaine, l'angoisse des Américains devant la rétraction de leur empire, je veux dire, et le fait que la société américaine est en crise. Et alors là, je vais vous faire on est entre amis ici, j'imagine.
Donc, je ne sens pas une grosse hostilité de la salle. Donc, je vais faire un double coming out. Donc tout à l'heure, j'ai fait un coming out pro-allemand. Voilà. Mais là, ça ne va pas être anti. Mais je vais vous dire que pour moi, le truc qui est un véritable choc personnel, c'est de découvrir, c'est la politique anglaise, c'est les Britanniques qui sont devenus d'une agressivité militaire à nul autre pareil. Hein? Non, non, ah non, non, moi je regarde le Guardian était déjà un peu excité à l'époque du Brexit. Mais là, je veux dire, le Guardian, journal libéral, c'est le Monde, hein, déjà le Monde, hein, bon, mais le Guardian, ils sont fous alliés sur les questions, et tout après, ils sont dans un état de folie anti-russe, et ça se passe dans un moment où la société anglaise est en train d'imploser, où le système, on se plaint de nos hôpitaux, je veux dire, on a des hôpitaux. Je veux dire, le NHS, le système de santé anglais, là, il s'apprête à une chute de niveau de vie de 7% dans l'année, les Anglais. Et donc, en fait, la crise, c'est plus juste la crise des États-Unis maintenant. C'est vraiment la crise de l'anglosphère. C'est ça le problème de la planète. C'est pour ça que je me suis permis de terminer un truc avec Tadei hier, ce matin, là, je ne sais pas quand il l'a passé, en terminant, en disant, le monde a... J'essaie d'avoir l'air à jour et dans le coup. Donc, je veux dire, maintenant, le monde a deux principaux problèmes. Le réchauffement climatique et les États-Unis. Voilà. Et il faut bien voir que ce que j'ai dit sur l'Angleterre, c'est une crise personnelle. J'ai passé toute ma vie à me raconter que les Français étaient givrés et que les Anglais étaient raisonnables. Et là, c'est difficile de dire qu'on est plus cinglé qu'eux. Oui, mon équilibre mental est menacé. Oui, mais la russophobie anglaise, elle est multiséculaire. C'est le choc de ces deux empires a été une constante de l'histoire depuis plus de 200 ans. Voilà, donc elle s'appuie sur quelque chose qui est sur un soubassement historique qui est très profond. La deuxième remarque que je ferai, c'est que oui, il y a une crise d'anglosphère, comme tu l'appelles, mais c'est une crise de tout l'Occident. Tu veux, les sociétés occidentales, elles vivent une crise démocratique, on n'aura peut-être pas une crise de leur démocratie et une crise sociale qui est considérable à peu près sur toute l'ère occidentale. Ça nous renvoie à la question de la manière dont nous avons géré la mondialisation, dont nous l'avons organisée et dont nous l'avons gérée. Mais partout, il y a une crise de la démocratie. Partout, il y a des politiques qui expliquent la veille des élections qu'ils vont faire ceci ou cela et qui le lendemain, sauf aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et qui le lendemain de l'élection, je peux rien, c'est pas moi, et ce qui conduit après les manifestants à brandir des guillotines et à faire des caricatures de Louis XVI guillotiné sur les murs de Paris. Mais ils sont... moi, je trouve que cette fracture, elle est partout profonde dans tout l'Occident. L'Occident est malade et les États-Unis sont effectivement l'épicentre, et les Anglais, mais de cette maladie. Et qu'au-delà de toutes les analyses anthropologiques, sociologiques, etc., l'assaut du Capitole a été pour le monde entier la révélation de la profondeur de cette crise. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, sur l'économie, oui, je pense que tu as raison sur ce qui va advenir et sur le risque que prennent les Occidentaux, les États-Unis, bien sûr, l'Europe encore plus. C'est-à-dire que là encore, il y a une espèce d'aveuglement. Non seulement il y a un aveuglement sur le risque armé, le risque militaire, le risque de la montée aux extrêmes de la guerre elle-même, mais il y a un aveuglement sur la guerre économique ou la guerre froide, qui est terrible. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Bon, moi, je n'arrive pas à trouver de rationalité au sens le plus strict du terme à cette attitude qui conduit à se faire
plus de mal qu'on en fait à celui qu'on veut sanctionner. Enfin, l'Occident s'est pas trompé sur l'économie russe. Il a simplement rien compris. Enfin, je veux dire, il a rien compris, rien vu, rien voulu voir. Il y a une économie. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Elle a des matières premières. Une économie de guerre, si elle se transforme en économie de guerre, n'a pas tellement besoin de devises étrangères. Elle peut faire des accords de troc, on en faisait du temps de l'Union soviétique, et même des accords de troc très perfectionnés avec tous les partenaires qui veulent bien en faire avec elle. Il y en a, tu cites quelque part les 3/4 du monde, oui, il y a les 3/4 du monde, mais il y en a au moins la moitié du monde qui est prêt à faire des accords de partenariat avec eux. Donc, ils peuvent. C'est imaginer que par les sanctions qu'on avait prises, on allait faire s'effondrer l'économie et la société russe. C'est une imbécilité, quoi. Enfin, voilà. Et une dernière chose aussi, on n'arrête pas de répéter que le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne, mais c'est absurde. Il faut le regarder en parité de pouvoir d'achat. Et en parité de pouvoir d'achat, il est plus proche de l'Allemagne quand même que de l'Espagne. Voilà. Donc, mais alors là, c'est très bien parce que tu arrives à un sujet qui est fondamental et auquel tu as un accès plus direct. Le problème de ce qu'on appelle maintenant poliment un éventuel déficit cognitif chez les gens qui nous gouvernent. C'est ça qui m'inquiète le plus. Alors moi, je ne les connais pas très bien, au fond. Je les vois agir, je me fais ma petite idée. Mais toi, tu les connais. Alors, je te laisse une formulation diplomatique. Est-ce qu'ils sont au niveau? Est-ce qu'ils ne sont pas juste complètement cons? Mais tu sais, le seul fait que l'on puisse sérieusement se poser cette question est déjà un diagnostic suffisamment grave. Voilà. Mais c'est ça qui est le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que personne ne veut tenir compte de l'histoire. Personne n'en tire aucune leçon. Personne ne tire aucune leçon de la géographie. Personne ne tire aucune leçon de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychosociologie, de tout ce qu'on peut savoir sur les peuples et sociétés qui sont en présence. Personne ne tire aucune leçon de ce que nous savons sur l'économie du monde, sur la façon dont il fonctionne, sur le... Quand tu parles beaucoup dans l'interview que j'ai lue des délocalisations, de l'industrie, etc. Mais tout ça nous le savons, c'est à la portée, je veux dire, les données sont à la portée de tout le monde. Bon. Et d'ailleurs, on répète, même les politiques répètent un tas de choses tous les jours. Et en même temps, puisque c'est à la mode, en même temps, on agit comme si ça n'était pas le cas, comme si on ne savait rien. Comme si on ne savait rien. Tu vois de ces gens en ce moment Non, pas tellement. Tu as une idée de leur état d'esprit? Ils ont peur ou pas? Mais il suffit de les écouter, de les lire. Comme je sais comment ils fonctionnent, et rien qu'en les lisant, je comprends ce qu'ils pensent. Voilà, et le problème est là, c'est que faut comprendre qu'il y a des ressorts, ils sont essentiellement psychologiques. Regarde, le président de la République, il commence la guerre en disant il ne faut pas humilier la Russie, il faut continuer à discuter. Il se fait incendier par les gens qui encerclent les chefs d'État ou de gouvernement. Alors, il y a toutes sortes de gens, il y a les conseillers. Il y a la presse, là, c'est là qu'on trouve la presse. Il y a la presse, mais la presse, elle agit par leur intermédiaire, si tu veux, d'une certaine façon, par leur intermédiaire. C'est-à-dire ce qu'il voit dans le regard des gens qui sont autour de lui, que ce soit des intérêts économiques, que ce soit, encore une fois, des conseillers, sa majorité, et ses pairs. C'est bon. Et la pression psychologique devient insupportable. Et donc, il change complètement mais ce ne sont que des raisons purement psychologiques, ce que De Gaulle supportait très bien. C'est-à-dire. C'est marrant, tu parlais et je pensais à De Gaulle tout d'un coup. Oui, mais oui, parce que il arrivait à très bien supporter le désaveu qu'il pouvait lire dans le regard de ses pairs. Bon. Mais même Chirac, au moment de la guerre d'Irak, il s'est fait incendier, insulté. Mais même en France, je veux dire, tous les gens qui avaient un intérêt à ce qu'on soit copains avec les États-Unis pour des raisons qui n'avaient rien d'idéologique, mais parfois souvent très matérielles, et tous les gens qui pensaient, c'est les mêmes d'ailleurs aujourd'hui, ils considèrent que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des vendus à la dictature, au poutinisme, etc. Tous ces gens
Ces gens qui écrivaient partout que si on n'arrêtait pas Saddam Hussein, là, on ne l'arrêterait plus. On ne sait pas très bien où il pouvait aller, mais enfin, ça fait rien, on ne l'arrêterait plus. Non, mais c'est vrai, c'est les mêmes mots. On ne l'arrêtera plus, c'est un dictateur sanguinaire. Voilà, et en plus, il a des armes de destruction massive. Il y a même ce qui est rigolo, c'est, en fait, quand on parle comme ça, ce qui est vraiment rigolo, c'est que c'est vrai que c'est exactement la même rhétorique que Saddam Hussein, mais les mêmes mots. Sauf que la Russie a vraiment des armes de destruction massive. Voilà. Non, mais oui, et puis qu'on pouvait penser peut-être détruire celle de l'Irak en les bombardant, mais là, c'est pas la même histoire. Mais c'est les mêmes mots, sont les mêmes mots. Un des géopoliticiens qu'on trouve sur les plateaux et qui défend le plus le conflit entre les démocraties libres, le monde libre, comme on disait jadis, et puis le monde des dictateurs, il écrivait une tribune 3 jours avant dans l'invasion de l'Irak, dans le Figaro, qui disait, il utilisait ces mots, il finissait par dangereux mais légitime. Fantastique, hein, c'était bon, mais ça n'a pas changé. On n'a tiré aucune leçon. T'es gentil quand tu dis 300 000 ou 800 000, enfin, ou 500 000 morts. Oui, 300 000, mais en réalité, ce que ça a engendré depuis la guerre en Irak, c'est sans doute bien supérieur aux millions, que 300 000, sans parler de Daesh, sans parler des millions de réfugiés dont partie allaient se noyer dans la Méditerranée, et d'autres sont venus déstabiliser l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est un désastre. Tu penses qu'il faudra un tribunal pour juger tout cela? Alors, je pense que si on doit en faire un pour la guerre en Ukraine, il faut le faire pour tout. C'est d'ailleurs ce que dit le reste du monde. Hein. Ça, c'est l'un des thèmes qui me fait le plus. Enfin, rire n'est pas le mot. Non, c'est pas drôle. Que, surtout, moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis habitué à faire des blagues. Et en fait, le sujet, un peu contradictoire avec l'histoire de blague, mais j'arrive quand même pas à m'empêcher. Donc, bon. Et quand je vois par exemple, je vois les Anglais sont très chauds pour juger Poutine. Hein, il faut faire le tribunal de Nuremberg, un équivalent. Donc il y a des hommes politiques anglais qui ont signé, des trucs comme ça. Et les mecs, je reviens sur ton histoire du manque de sérieux. Mais en fait, pour juger les gens, il faut gagner la guerre d'abord. Et dans le cas précis du tribunal de Nuremberg, il était possible parce que l'armée rouge avait écrasé la Wehrmacht. Donc en fait, si on veut juger Poutine, il faut abattre la Russie. Mais les mecs ne se rendent pas compte de ce qu'ils racontent. C'est hallucinant. J'ai cité Hubert Védrine il n'y a pas très longtemps, face à une journaliste sur LCI. Il dit, il faut juger, vous êtes bien d'accord. Et il la regarde et sortant de sa réserve naturelle, il lui dit, mais vous allez aller le chercher comment? Bon, premièrement. Et donc, elle répète, elle lui dit, mais vous allez le chercher comment? Il faut peut-être faut arrêter de raconter il n'a pas dit des âneries, mais ça voulait dire ça. Comment vous voulez aller le chercher? Bon, et alors, elle reprend, il dit, mais quand même, la morale, les crimes de guerre, etc. Et il dit, oui, c'est vrai, mais vous allez le juger au nom de quelle valeur? Ah, ben, valeurs humaines. Et non, mais vous allez juger au nom de nos valeurs. Voilà, et ça s'appelle juste le malheur vaincu. Enfin, je veux dire, vous allez juger. Alors, il peut y avoir des cas, on ne va pas revenir sur Nuremberg, mais le procès était le procès des vaincus, il se justifiait parfaitement qu'on les pende. Bon, on a mis un procès autour, mais l'idée d'introduire le juridisme dans toutes les relations internationales, dans les relations entre États, c'est déjà une calamité quand on va trop loin à l'intérieur d'un pays. Oui, c'est une calamité parce que les gens se mettent à prendre des décisions uniquement pour essayer d'éluder le risque pénal et non plus pour essayer de servir l'intérêt général. Bon, donc ça devient ça devient un vrai sujet. Et sur la scène internationale, outre quand même l'ironie de l'histoire qui veut que ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis n'aient signé la convention qui crée la Cour pénale internationale, bon, mais ça, c'est une ânerie parce que c'est quelque chose qui ferme la porte à la politique. C'est le droit poussé à ce point ferme la porte à la politique. Si vous pouvez plus rien négocier avec le type qui est en face, si vous dites de toute façon, vous serez jugé. On vous poursuivra jusqu'au bout. Il n'a donc pas d'autre issue que d'aller lui-même jusqu'au bout.
Le dictateur dans un pays qui massacre les gens, qui essayent de prendre le pouvoir, avant on pouvait négocier. On disait, ben voilà, écoute, tu t'en vas, on te trouve un exil, et bien on arrête les faits. Mais maintenant, non, on peut pas. On peut pas. Toute promesse, de toute façon, ne tient pas, puisque à la fin, il y aura le tribunal pénal international. À la fin, de toute façon, il ira en prison ou à vie. Donc, il n'a pas intérêt à arrêter le massacre. C'est-à-dire qu'on a fermé la porte de la politique. Voilà, vous ne pouvez pas à la fois dire je vais négocier, je vais faire de la diplomatie, et en même temps dire vous serez jugé. Voilà, alors, c'est espèce de domination, alors toujours pareil, du bien et du mal, évidemment le bien étant toujours celui du vainqueur. Mais quand on vous écoute tous les deux, on a un diagnostic qui montre ce qu'on subodorait, c'est-à-dire plutôt une grande incompétence, à moins qu'on puisse dire, des dirigeants, pour être gentil, et quelques interrogations sur leur faculté cognitive, comme tu dis. Mais c'est vrai que quand on vous écoute tous les deux, quand on écoute la conférence précédente aussi, qui était dit la même chose, on commence aussi à avoir peur. Enfin, on comprend qu'il y a des conséquences, enfin que c'est pas quelques tweets et quelques déclarations enflammées uniquement à Bruxelles, à Paris ou à Washington, que la probabilité qu'on redevienne poussière beaucoup plus rapidement qu'escompté, c'est plus infinitésimal. Comment on peut résister au bellicisme ambiant, à la propagande de guerre, que Chomsky d'ailleurs récemment a indiqué comme pire que tout ce qu'il a jamais connu de sa vie, en termes de violence, en termes d'interdiction à tout opposant de s'exprimer. Comment on résiste à ça avec ces constructions, avec des médias, comme tu le disais très bien Henri, parce que je sais, j'ai déjà regardé tout ça, tous les spécialistes, tous les grands géopolitologues, les plus connus, qu'on soit d'accord, pas d'accord, vraiment d'obédience assez variée, il n'y en a pas un qui a dit c'est une bonne idée de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Jamais, ils ont dit c'est très dangereux. Et maintenant, Mais on reproche à l'Allemagne et à la France d'avoir empêché l'entrée de l'Ukraine. Oui, non, mais en plus, mais je veux dire, personne ne le sait. Dans l'OTAN en 2008. D'accord, mais personne ne le sait. La construction médiatique en France, c'est qu'il y a un dictateur complètement fou, qui a un cancer avec des métastases juste derrière les yeux, qui décide de tout seul, qu'il n'y a pas un seul responsable en Russie qui peut être d'accord avec cette guerre. Et les gens le croient, et c'est normal parce qu'ils entendent ça tout le temps. Comment on résiste à ça? Alors, de toute façon, ce qui se dit en France n'a aucune importance quand même. Je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, la bizarrerie du débat médiatique sur la guerre en Russie, en France, c'est que la France est un acteur totalement secondaire. C'est-à-dire elle l'est parce qu'elle le veut bien. Oui, mais parce que juste une remarque, elle peut s'opposer à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, elle peut s'opposer à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Oui, c'est vrai. Elle peut faire entendre une autre voix. On n'a pas forcément raison. C'est vrai. Mais elle peut jouer ce qu'elle a toujours joué. C'est vrai, mais en tant que participant, elle n'a pas de poids parce qu'elle n'a pas de moyens militaires, elle n'a pas de moyens industriels. Bon, puis ce que tu dis est vrai. Bon, allez, je retire ce que j'ai dit, c'est plus simple. Quand on s'est trompé, autant l'admettre. Bon, voilà, hein, voilà. Mais je voudrais revenir sur ce que tu fais bouger les lumières. Voilà, c'est ça. C'est dès qu'on admet qu'on a eu tort, ensuite on est puni. C'est comme dans les jeux télévisés. Hop, on est. Et c'est que crise de l'Occident en général, d'accord, mais on ne peut pas rester juste à ce niveau général. C'est-à-dire, dans cet Occident, il y a, j'espère que ça va être une très mauvaise blague, c'est que ça n'est pas un gros mot pour vous, il y a des nations différentes qui sont dans des états différents de crise, où la crise prend des formes différentes. La France a toujours un système de santé quand même par rapport à l'Angleterre. L'Allemagne a toujours une industrie très très puissante. Il y a des équilibres différents. Et puis, à l'intérieur du camp occidental, l'un des effets de cette guerre a été de complètement déformer l'OTAN, de produire un OTAN sur l'axe Washington, Londres, Varsovie, Kiev, qui marginalise l'Allemagne et la France, qui a en vérité fichu en l'air l'Europe de Maastricht, qui était devenue donnée par l'Allemagne. Et puis là, on voit quand même que les lignes de clivage, c'est entre des Américains manipulateurs, des Polonais je dirais, qui sont dans leur état de russophobie naturelle, une Ukraine qui souffre et où il se passe ce qui se passe,
le système, ce qui se passe en Ukraine est pour moi assez obscur sur le plan sociologique. Mais ça, on sait. Mais il y a ce problème central de l'Allemagne, et si on se met dans ton idée, notre idée, que l'idée c'est d'empêcher une montée aux extrêmes. Donc il y a quand même des secteurs ou des pays où il est possible de souligner que l'intérêt national diverge de l'intérêt de l'axe OTAN majeur. Et les deux pays principaux là-dedans, c'est l'Allemagne et la France. Et quand même, les Allemands résistent. C'est vraiment rigolo lire le New York Times et le Guardian qui disent oui, les Allemands vont céder, ils vont envoyer leurs chars. Avant, ils disaient non, ils vont rompre avec Pékin, etc. Je ne voudrais pas apparaître comme un germanophile hystérique. Il y a des limites quand même. Mais quand même, au stade actuel, le frein au délire total, c'est l'Allemagne. Et on pourrait les aider. C'est-à-dire, on pourrait, je veux dire, et donc l'un des coups de frein qui pourrait être donné, c'est de revenir, non, je crois halluciner, c'est à l'idée de couple franco-allemand. Donc, mais cela dit, quand c'est des questions de guerre, de politique internationale, de préserver la paix, ben, c'est ce qui s'était passé au moment de la guerre d'Irak, à l'époque où Chirac, Schröder et Poutine faisaient des conférences de presse communes. Et là, je crois que dans la situation actuelle, il faut se réadapter à toute vitesse. Je reconnais, il faut que les Français et les Allemands aient popularisé l'idée de cette nécessité pour la paix de retrouvailles franco-allemandes. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose dont on peut parler. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Henri, en rappelant que on avait des clés et que Macron a le droit de dire, par exemple, je refuse, je mets un veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui était une promesse de François Mitterrand, uniquement orale à Gorbatchev, mais qui était la condition pour que l'URSS accepte la réunification de l'Allemagne. Je veux dire, en plus, il y a un précédent qu'on peut quand même mettre en avant si on le souhaite. Donc la question que j'ai envie de vous poser, mais est-ce que finalement, ce qui manque à Macron pour être un chef d'État, c'est qu'il soit un chef et qu'il ait un État? C'était pour Lebrun en 1940. Oui, alors on peut dire ça de beaucoup de ceux qui ont prétendu être chef d'État depuis le président Lebrun. Hein. Mais je m'excuse, mais depuis que les Anglais ont produit Liz Truss, je n'oserais plus me moquer de Macron comme autrefois. Non, mais moi, j'ai pas envie de me moquer parce que. Voilà. La question est sérieuse en fait. Pourquoi il n'y a pas la question derrière, c'est pourquoi la disparition du volontarisme politique, de l'impuissance, alors qu'on est encore puissant. Encore une fois, c'est alors qu'on a des moyens, même si on n'est pas très puissant, mais même si on prend le chemin proposé par Emmanuel, c'est dire la France et l'Allemagne, mais on voit bien que la France, elle a un rôle à jouer. Enfin, elle pourrait jouer un rôle décisif, quitte à se faire haïr par tous les gouvernants du reste de l'Occident. Mais c'est pas grave, ils ont haï De Gaulle, ils ont haï Napoléon, ils ont haï... c'est ça. Ça, c'est pas ce qui devrait dissuader la France de faire entendre sa propre voix. Mais j'y reviens, il y a deux choses dont on ne tient pas compte. Encore une fois, c'est la psychologie. Alors, je sais bien que c'est un peu flou, c'est pas facile à manier, mais il y a un problème psychologique. Si on reste d'ailleurs dans la situation où on est, moi, je pense que l'Allemagne finira par céder. Et elle finira par céder, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que la pression qui s'exerce sur un gouvernement, une coalition qui est d'ailleurs relativement faible, elle va finir par être intenable psychologiquement. Alors, si on a Mme Merkel était moins psychologiquement impressionnable, hein, mais Bismarck l'était pas du tout. Bon, mais on n'a ni Bismarck ni même Mme Merkel aujourd'hui à la tête de l'Allemagne. Donc, je suis d'accord sur l'analyse de fond. Après,
je ne sais pas ce qui va se passer. Mais cette dimension psychologique, elle est essentielle et elle explique aussi la façon dont la France a changé de discours et a changé de stratégie dans cette affaire. Parce que c'est la France qui est la première à dire je vais donner des chars, même si c'était des chars. Une faute majeure. Voilà, Faute majeure. Mais parce que c'est un engrenage. Qu'est-ce que je peux faire pour être encore mieux accepté, mieux reconnu, pour me faire pardonner le début de cette affaire? Voilà, et après, les Anglais disent ah non mais moi je vais donner des chars lourds. Et puis après les Pays-Bas, les Néerlandais disent ah mais moi je vais donner des F-16. Ainsi de suite. Enfin, je veux dire. Ouais, mais je vais dire une connerie. Tu pourrais aussi dire en fait ça montre vraiment qu'on veut désarmer pour ne plus du tout pouvoir faire la guerre. Parce que bientôt on n'aura plus aucun matériel à l'Ouest. Oui, bien sûr, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Quand j'ai vu que le Danemark voulait se débarrasser de ses canons César, c'est fait. Il donne 19 canons César. Voilà, donc bientôt le Danemark sera dans sa situation habituelle de ne plus avoir d'armée. Mais parce qu'il n'y a pas. Oui, mais parce qu'il n'y a aucune. Enfin, c'est totalement inconséquent. Encore une fois, ça n'est que de l'engrenage psychologique. Mais la vie politique, la vie internationale, elle est faite d'engrenage psychologique aussi. Et là, on est en plein dedans. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ça nous renvoie à une autre idée, c'est qu'il y a un développement endogène de cette crise. Il y a un développement endogène des crises. Tu parlais tout à l'heure. Tu as probablement raison, mais si on part du principe que les Allemands vont céder, c'est foutu. Tu vois, à la limite, même si on n'y croit pas, il faut se forcer à croire que ça serait possible qu'ils résistent. Et les aider à ça. Moi, j'espère, mais l'espérance, c'est une vertu héroïque. Donc, il faut savoir qu'il faut un peu de l'héroïsme pour. Voilà, j'espère qu'ils ne céderont pas. J'ai quand même quelques doutes. Voilà. J'ai quelques doutes à cause de cet engrenage psychologique et du fait que moi, je ne vois pas la France, même elle peut le faire en dessous, elle peut le faire en coulisses, mais dire sur la scène européenne, sur la scène mondiale, j'encourage les Allemands à ne pas livrer les chars. Je trouve qu'on est dans cet engrenage psychologique que je trouve le plus inquiétant, parce que c'est lui qui nous a finalement nous a amené à la guerre, c'est lui qui aujourd'hui fait que la guerre continue et que l'escalade continue, et c'est lui qui nous entraîne dans la surenchère permanente. Donc il est au cœur de ce phénomène endogène qui peut nous conduire au pire. Alors, je ne sais pas s'ils sont incompétents, s'ils sont bêtes, mais en tout cas, ils sont psychologiquement faibles. Voilà, ils n'ont pas cette capacité. Aucun chef d'État aujourd'hui en Occident n'a cette capacité à résister à ça. Qu'avait encore une fois un De Gaulle ou même un Chirac à un moment de la guerre en Irak. Je voulais te demander, Emmanuel, comme tu en as parlé dans un livre récent, quelle lecture tu as, toi, du positionnement des différentes classes sociales dans le pays par rapport à ce conflit, et qu'est-ce que tu vois comme conséquence à moyen, à long terme pour la population? Je ne sais pas, de toute façon, le principe même de la politique étrangère, c'est qu'elle est moins compréhensible et plus inaccessible aux gens ordinaires. Donc il y a une dynamique antidémocratique de la politique internationale elle-même. Aux États-Unis, c'est plein pot. Les Américains ne savent pas où sont les pays qu'ils attaquent. Vraiment. Donc là, les mecs ont les mains libres pour s'amuser à l'extérieur. Bon, ici, il y a des restes de culture. Mais les gens savent que l'Allemagne est à côté en général. Ils gardent un vague souvenir. C'est du côté des tranchées en général. Voilà, c'est ça. Mais et évidemment, il y a déjà cette différence. Bon, l'autre différence, c'est que avec la forme que prend la guerre, c'est une guerre qui pour nous est plutôt économique, avec l'inflation. C'est évidemment les bas revenus qui vont morfler et que la guerre va faire rentrer la société française en crise par le bas. Donc j'imagine qu'à un moment donné de développement de cette guerre va poser en France, qu'on aurait appelé autrefois un problème de lutte de classe.
puisqu'on va avoir des classes moyennes supérieures bellicistes, mais qui, contrairement aux classes moyennes supérieures bellicistes de 1914, ne payent pas. Bon, pas l'impôt du sang. En 1914, le taux de perte dans les classes éduquées avait été supérieur à celui des milieux populaires. Hein. Je veux dire, les bourgeois de 1914 étaient bien sûr responsables de la guerre, mais ils ont payé le prix du sang. Là, c'est pas ça du tout. C'est le truc habituel, en fait. C'est-à-dire, on fait des trucs, style conseilleur pas payeur, etc. Mais là, j'ai pas. Une fois, j'avais fait un papier, là, je crois, dans Marianne, en me disant je comprends pas. C'est toi qui as parlé de Macron. Moi, j'essaie de plus parler de Macron parce que bon. Non, mais il est président de la République, c'est difficile. Ouais, à éviter, ouais. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Oui, il paraît. Oui. Donc, laissons-le dans son rêve. Et donc, oui, mais mais quand il décide d'envoyer des chars, c'est la France envoie des chars. Et voilà. Je me suis dit, cet homme est imprudent. Il ne faut jamais faire la guerre sur deux fronts. Pourquoi? Avec les retraites, comme ça, il attaque les Français en même temps que les Russes. Donc, parce que ce qui risque de se développer, ça serait hyper bizarre. C'est-à-dire, c'est un réalignement des milieux populaires français sur la Russie. C'est-à-dire, X décennies après la fin du communisme, du Parti communiste, etc., de retrouver la Russie comme respectée par les milieux populaires français. Ce serait hyper bizarre, en fait, quelque part. Quand je pense en termes de classe sociale, mais c'est pas à ça que je pense. Je reviens sur les élites et je reviens plutôt sur ce que tu disais, toi, Henri, c'est-à-dire, tu parlais de faiblesse psychologique, qui est indubitable. Mais, alors dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'être pessimiste, j'avais caché une carte. Et moi, je me suis demandé si cette crise de l'Occident n'avait pas amené une situation où il y a partout des classes dirigeantes, entre guillemets, au pouvoir, mais qui en vérité sont complètement égarées et pour lesquelles cette guerre est une solution. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi faire, on fait la guerre. Je veux dire, les gens, vous voyez quand même, je veux dire, vous gouvernez la France, l'industrie part en morceaux, on ne fabrique plus nos médicaments. Alors, tout d'un coup, on lance ce problème de réforme des retraites qui n'est absolument pas urgent, qui est complètement mal conçu. Tout ça évoque un certain égarement. Et moi, j'ai peur que finalement, cette espèce de fuite dans la guerre ne soit, du point de vue d'élites qui ne savent plus quoi faire de leur société, une solution. Quand vous faites la guerre, quand vous entrez dans un conflit, on a l'impression de faire quelque chose. C'est pire que ce que tu disais. Toi, tu disais qu'ils ne résistaient pas à la pression d'un truc qui leur arrivait de l'extérieur, qui était... Moi, je dis, il y a peut-être une sorte de pression interne qui mène à la guerre. J'avais fait un papier pour rire, et absolument pas pour rire, en me disant, je me disais, mais comment est-ce que les Français et les Allemands, c'était pas écrit comme ça, ont pu se laisser couillonner à ce point parce qu'en fait, cette guerre a totalement détruit l'Europe de Maastricht, etc. Et j'avais dit, non, mais en fait, ça les arrange bien, parce qu'ils n'arrivaient plus... Ils ne savaient plus comment s'en sortir, l'euro est totalement dysfonctionnel, grâce à Poutine, l'euro va exploser, les taux d'inflation dans la zone euro varient de 6 à 25%, et finalement ils attendent de Poutine qu'il leur foute en l'air l'euro, et ensuite ils disent non, c'est pas nous, c'est sa faute, c'est pas nous qui l'avons fabriqué, qui avons merdé, c'est encore la faute des Russes, mais le genre de solution qu'on attend. Mais oui, et donc c'est vrai, tant que, et quand même, si on est en France, je veux dire, le mystère du régime Macron, c'est quand même
il y a un paradoxe. C'est quand même un gouvernement qui a tout foiré et qui est super solide. Mais il n'est pas solide et incontesté malgré qu'il ait foiré, mais parce qu'il a foiré. C'est-à-dire que c'est les crises qui nourrissent l'attachement des conservateurs au régime Macron. C'est les gilets jaunes, c'est la panique, oulala, faut pas bouger. Le Covid, oulala, faut pas bouger. Les retraites, ça va être un gros bordel, oulala, faut pas bouger. La guerre, super, on peut plus bouger, on peut plus discuter de rien. Alfredo remarque, d'abord, c'est pas les conservateurs, c'est le parti de l'ordre. Voilà. Bon, oui, non, mais c'est intéressant. Les conservateurs, c'est moi. Ouais, le parti de l'ordre, il peut prendre dans toutes les couches et dans toutes les chapelles idéologiques, si tu veux. C'est un problème de circonstances historiques. Face à tous les désordres, il y a toujours la montée du parti de l'ordre, et c'est le parti de l'ordre, enfin, c'est le pari qu'avait fait Macron. C'est le parti de l'ordre qui aujourd'hui est le socle de ce pouvoir. Bon, puisqu'il y a du désordre. Alors, je pense d'ailleurs que ça transcende la question des couches populaires, des classes moyennes, etc. Je pense que ça touche maintenant, les classes moyennes elles-mêmes commencent à être très fracturées, très fragiles, et que la grande différence avec les 30 Glorieuses, c'est que ce noyau central est aujourd'hui très malade et s'affaiblit de plus en plus. Je pense qu'il y aurait, on pourrait y consacrer tout un débat, mais il y a quelques années, l'OCDE avait fait une très grande étude sur les classes moyennes, où il ressortait effectivement qu'il y avait partout, dans tous les pays de l'OCDE, et en particulier les pays occidentaux, une crise de la classe moyenne, et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'économie, c'est la pire chose qui puisse arriver à la cohésion sociale, et la pire chose qui puisse arriver à la démocratie. Parce que ça ouvre toujours, c'est la crise des classes moyennes qui finit toujours mal. Donc aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Je ne crois pas tant à la lutte des classes que à cet affrontement entre un parti de l'ordre qui va se raidir et puis le reste de la population. Et encore, le parti de l'ordre, moi j'ai vu plusieurs fois fonctionner. Le parti de l'ordre, il vient voir les gouvernements au début des crises en disant vous cédez pas, hein, c'est pas la rue qui commande, hein, parce que ça c'est le désordre, ça va pas du tout. Ce sont les premiers qui reviennent vous voir au bout de plusieurs semaines ou de mois de désordre, parce que le désordre commence à coûter très cher. Et donc s'il apparaît que le pouvoir a la capacité à mettre fin au désordre, ou qu'il est lui-même un élément de désordre, les mêmes viennent faire pression pour qu'on arrête les frais. Voilà. C'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est un parti sur lequel on ne peut jamais compter. Et donc l'avenir est très incertain, non seulement pour le pays, mais aussi pour le pouvoir et pour les pouvoirs. Parce que quand je disais l'Occident est en crise, je parlais des sociétés occidentales. Je pense qu'elles sont toutes fracturées, elles sont toutes, alors certaines plus que d'autres, à la limite de la rupture, que l'inflation par-dessus constitue un danger énorme, surtout à partir du moment où on ne veut pas indexer les salaires ou au moins les augmenter suffisamment. Il y avait déjà un problème. Il y avait déjà un problème de salaire qui était très profond. On rajoute l'inflation par-dessus, et l'inflation, quand on la regarde sur, j'allais dire, le reste à vivre des gens, une fois qu'ils ont payé leur charge fixe, elle n'est pas de 5%. Hein. C'est-à-dire qu'elle les oblige, pour beaucoup, et pas seulement dans les couches populaires, à réfléchir à deux fois à la manière dont ils vont se nourrir. Donc là je pense qu'on a avoir pris la responsabilité de nourrir cette guerre, de rien faire pour essayer d'abord de l'empêcher, ensuite de l'arrêter le plus tôt possible, et pour ce qui est de la France, d'avoir pris la responsabilité de la réforme des retraites, c'est totalement irresponsable. Enfin, j'ai écrit il n'y a pas longtemps, les irresponsables, ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient dans les palais nationaux. Enfin, mais c'est voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Là, on joue avec le feu. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce papier aussi que tu mettais en avant et qu'on entend assez peu. C'est finalement l'idée que tu as le pouvoir, ok, tu as une majorité, mais tu dois aussi savoir te mettre des limites. Est-ce que tu peux nous expliquer ça en fait, ce rapport entre la majorité, la minorité, l'acceptation? D'abord, la limite, ça doit être une règle pour tout le monde. Camus disait, nous avons besoin d'une philosophie des limites, mais la meilleure idée du monde à laquelle on ne met pas de limite, elle finit dans les plus grands crimes. Hein. Vous pouvez, avec l'Évangile, qui est un texte d'amour, aimez-vous les uns les autres, finir dans le massacre. Voilà. Et c'est vrai pour tout.
C'est vrai pour tout. Les absolus sont terriblement dangereux. Bon, donc il faut se mettre des limites à tout. Et en particulier, cesser de penser que lorsqu'on est élu et qu'on a un mandat du peuple, on peut faire ce qu'on veut. Ni dans une démocratie, ni dans une dictature, on ne peut faire ce qu'on veut en dehors de toute limite. Il y a toujours un moment où c'est trop. C'est la phrase de Camus dans L'homme révolté. C'est alors l'esclave il dit toujours oui, mais un jour l'esclave dit non. Il peut dire non. Qu'y a-t-il dans ce non, dit-il? Vous avez franchi une limite. C'est-à-dire qu'il faut accepter de mourir, mais parce qu'il se révolte contre le maître, mais il ne peut pas s'empêcher de dire non, parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. On pourrait dire en termes populaires, quand on tire trop sur la corde, elle se casse, et ce qui me frappe aujourd'hui, comme elle n'est pas encore cassée, on a l'impression qu'on peut toujours tirer. Et d'ailleurs, sur les retraites, le pouvoir s'est mis dans une impasse totale, parce que s'il recule sur l'âge de la retraite, le quinquennat est terminé. Non. Et s'il recule pas, ça va totalement pourrir le quinquennat. Alors, je ne sais pas si ça va partir en vrille, ça on ne le sait jamais à l'avance, mais en tout cas, ça va pourrir la suite. Ça, c'est clair, dans une société qui, encore une fois, est devenue extraordinairement fragile. Voilà, et que la seule chose qui lui manque, c'est la coagulation, qui manque à cette société pour se révolter, c'est la coagulation des oppositions. Pour l'instant, chacun s'oppose à sa façon et considère que l'autre défend des intérêts qui ne sont pas les siens. Bon. Mais il y a toujours un moment dans l'histoire où à force d'accumuler les oppositions et de les attiser, elles finissent par coaguler. Voilà. Une brève réaction sur l'effondrement démocratique aussi, Emmanuel? L'effondrement démocratique? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai tellement tartiné là-dessus que... Mais alors j'ai une autre question spécialement pour toi. On est dans une situation... Il me faisait rêver, je l'écoutais, là j'étais bercé, il avait vachement raison. Hein. En fait, j'étais en train de me dire, ce débat est vraiment bien organisé. Je me disais à tous les deux, on devrait lancer une entreprise de coaching pour hommes politiques égarés. Et donc, je m'étais pris à rêver, donc cette vision de parti de l'ordre, enfin, j'adhérais complètement. Hein. C'est pas mon concept, mais j'adhérais complètement. Et tout d'un coup, j'ai eu la vision de coup d'État fascisant dans tout le monde occidental, mais avec une guerre qui dure et avec des pays fascisés hurlant contre l'absence de démocratie en Russie par habitude. Justement, ma question est... Non, mais l'histoire de la limite, elle n'est pas anecdotique. Il faut regarder l'histoire de la limite, il faut regarder les plateaux de télé, écouter, lire les journaux. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est le discours de Macron. En fait, c'est j'ai été élu, oui, et évidemment, tous ceux qui ont voté Macron ont tous voté pour l'application pleine et entière de son programme. C'est bien connu. Non, mais pas là, quand même, quand tu dis c'est plus un problème d'effritement des classes moyennes que de... Non, c'est aussi un problème des classes. Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est central. Hein, mais quand même, je trouve que quand on met en évidence l'effondrement des démocraties occidentales, qu'il faut acter. Je veux dire, quand on parle des démocraties occidentales contre l'autocratie russe ou chinoise, on est dans un pur délire. Je parle pour nous. C'est-à-dire que le niveau d'inégalité, je pense surtout aux États-Unis et à l'Angleterre, mais le niveau d'inégalité est tel que, comme je disais tout à l'heure, la mortalité différentielle augmente, l'espérance de vie globale baisse, et surtout, on a atteint un stade où ça ne suffit plus d'opposer, je dirais, c'est quand on regarde le débat qui n'a pas lieu mais qui existe entre les Russes et les Américains ou les Occidentaux. Nous, les Occidentaux, nous sommes la liberté. Oui, pourquoi pas, des oligarchies libérales. Si on est à ce stade, on est encore en train de défendre la liberté. Et nous, les Russes, on est, je ne sais pas comment appeler ça, démocratie autoritaire. Je dis démocratie parce qu'en fait, quand on voit les résultats des gens, les forces politiques qui soutiennent Poutine,
en Russie, comme je l'ai dit ailleurs, dans une conférence à Bordeaux, je considère les élections russes comme réelles et raisonnablement trafiquées. Mais donc, et donc on voit, il y a une sorte d'alliance de l'État, des forces d'une partie des classes supérieures et des milieux populaires. Et effectivement, les poches de résistance sont dans les classes moyennes supérieures des grandes villes. Donc ça définit un système qui est autoritaire, mais qui est intrinsèquement, finalement, pourrait être décrit comme plus populaire, hein, comme ça. Alors que ici, les équilibres de classe qu'on observe dans les élections, avec une variété nationale, c'est les classes supérieures, les oligarques, et les classes moyennes supérieures, et avec une marginalisation et un écrasement des classes populaires. Je veux dire, qui vont voter au Rassemblement national, je dirais, ou des choses comme ça. Et donc, on pourrait dire, ah ben, donc nous, on a la liberté, on n'est pas une démocratie illibérale. Ben alors là, les Russes vont répondre, oui, mais nous, on est pour la liberté des nations. Puisque le système occidental s'oppose résolument à l'idée de liberté des nations. Donc, on peut se demander, du point de vue d'un individu citoyen quelque part, c'est quoi être libre? C'est être libre dans une société. Alors là, je ne parle plus aux Américains, mais je pense à nous. Est-ce qu'on est plus libre quand on est le citoyen d'un pays qui est libre, mais dont le système politique est autoritaire, la Russie, ou est-ce qu'on est plus libre dans une société où on peut s'agiter? Ben là, on est en train de déconner. Si on a envie de dire des horreurs sur Macron, on y va. Je ne ferai pas la même chose sur Poutine en Russie, ça c'est clair, hein. Mais d'un autre côté, notre pays, lui, n'est pas libre. Il obéit à une puissance étrangère qui est le plus libre. Mais là, récemment, je me suis aperçu du fait que donc on oppose la liberté politique interne à ce qu'on pourrait appeler la liberté politique extérieure. Mais en fait, ça ne suffit plus. Parce que quand on regarde ce que deviennent les sociétés occidentales, c'est que le niveau d'inégalité de richesse, de puissance économique, etc., fait qu'on est en train de passer insensiblement d'un système d'inégalité de richesse à un système d'inégalité de statut. Donc les gens qui travaillent vivent dans la terreur. Je veux dire, on vire les gens pour faire régner la terreur dans les boîtes. Et on arrive à des situations où, je pense systémique, je ne pense pas à tel ou tel individu, où l'enjeu n'est plus seulement la répartition des richesses, mais la répartition du pouvoir sur les hommes. C'est un truc qu'on sent dans Bullshit Jobs de Graeber. On sent qu'il parle de tous ces métiers qui servent à rien, où on fait que les gens font des trucs absurdes, dont l'essence est d'obéir plutôt que de produire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit que l'argent maintenant ne sert plus simplement à acheter des choses, mais à acheter des hommes. Et moi, je suis historien à l'origine. J'ai travaillé à une époque sur l'émergence en Europe orientale du deuxième servage. C'est au moment même où les paysans d'Europe occidentale achetaient ou trouvaient leur liberté, la fin du servage, l'évolution des rapports de force économique en Europe de l'Est, puis plus tard en Russie, la nécessité de contrôler une main-d'œuvre rare pour exporter des céréales vers l'Occident, situation de domination économique, dans un contexte où il n'y avait pas de réseau de villes pour protéger les libertés politiques, a amené les paysanneries les plus libres d'Europe à entrer dans le servage. Et je me demande si, dans nos sociétés, on n'est pas dans un processus d'entrée dans ce qu'on pourrait appeler peut-être un troisième servage. C'est-à-dire que l'enjeu de toutes ces choses, par exemple, je suis convaincu que la réforme des retraites, il y a des éléments techniques dont on peut discuter, pas discuter, etc., mais c'est une pédagogie de la soumission.
C'est-à-dire, et donc il y a toute une logique du développement des sociétés occidentales qui n'est plus économiquement rationnelle, mais qui est une logique d'apprentissage par le gros des populations de la perte de ses droits fondamentaux, de ses droits sociaux, etc. Quelque chose qui va bien au-delà des droits politiques. Donc, vous voyez, donc maintenant, ça ne suffit plus. Je veux dire, c'est les vieilles distinctions entre l'Est et l'Ouest, bientôt ne seront plus suffisantes. Je me suis égaré dans mes sujets de recherche, là. Donc, je ne suis pas forcément très cohérent, mais c'est ce à quoi je pensais ce matin en sortant de ma baignoire. La conclusion est intéressante et... La construction est intéressante et colle avec ma dernière question. Emmanuel, elle est dans une situation où le leader du monde libre est un octogénaire dont les capacités ne semblent plus à leur maximum historique et qui, selon les rumeurs, va se représenter prochainement. On a une démocratie qui est en très franche diminution ou quasi-disparition, puisqu'on est dirigé par quelqu'un qui est soutenu par 20-30% de la population. En conséquence, l'autoritarisme se développe. On a une explosion des pénuries. Des millions de Français ne peuvent pas se chauffer comme ils veulent en raison du prix, donc pénurie de gaz, tu le citais, pénurie de médicaments, y compris les médicaments de dernière technologie tels que le Doliprane. Un appareil productif en totale déliquescence, des services publics en dégradation régulière, une liberté d'expression sur laquelle on est très croyant mais très peu pratiquant, une hausse de la corruption. Je regardais sur les sondages européens, 68% des Européens déclarent qu'elle est répandue dans leur pays, 64% en France. On a une hausse de la mortalité infantile. Est-ce que l'Union européenne est en train de se transformer progressivement en une URSS un peu plus moderne ? Non, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est un stade supérieur, si on peut dire. Mais je ne sais pas quoi dire, parce que tous ces signes de régression existent. Je crois que le plus fondamental dans ce qui se passe, c'est d'essayer de voir d'où vient le mal. C'est-à-dire que l'illusion, c'est de penser qu'il y a un gouvernement qui est méchant, il y a des élites qui complotent pour nous asservir, qu'il y a un plan quelque part, étatique, capitaliste, etc. Je veux dire, l'important, c'est de trouver les racines du mal. Et bien entendu, les racines du mal, c'est, Henri était tout proche de ça, c'était l'atomisation de la société, en fait. C'est-à-dire que les forces collectives qui structuraient le débat politique, qui étaient des pôles d'équilibre contre les pouvoirs, etc., qui faisaient que la presse était une presse pluraliste, parce que idéologisée de façon différentielle. Il y avait des journaux de droite, des journaux de gauche, etc., des communistes, des cathos, etc. Bon, tout ça est juste pulvérisé. Et maintenant, il n'y a plus que, c'est très banal de dire ça, des individus non organisés. Et ça ne s'arrange pas dans les jeunes générations. Voilà. Et donc, on a une société qui est totalement pulvérisée et molle. Je dirais que c'est là que le parallèle redevient intéressant avec le Moyen-Âge en Europe orientale. C'était une société atomisée parce qu'il n'y avait pas ces noyaux urbains qui étaient des pôles de résistance à l'esclavage montant. Et c'est ça la toile de fond. Et ça se passe. Alors j'ai commis l'hérésie ultime dans mon dernier bouquin, où en sont les femmes. Je ne suis pas du tout en train de me faire de la publicité, je parle le moins possible de ce livre pour avoir le moins possible d'ennui, mais ça a tellement un rapport avec le sujet que je suis un peu forcé, c'est que j'ai osé me poser la question d'un rapport éventuel entre l'émancipation des femmes et l'implosion des sentiments collectifs dans les sociétés avancées. Donc, entre l'émancipation des femmes, je revenais aux chasseurs-cueilleurs, je ne veux plus entendre parler de tout ça. Et entre l'émancipation des femmes et l'effondrement de nos appareils industriels, et donc, mais en fait, c'est pas le problème, c'est
je pense que j'ai raison, hein, comme d'habitude. Et donc, il vaut mieux quand on écrit un truc penser que c'est vrai. Mais c'est dire, là, dans le contexte qui est important, quand on dit ça, c'est pour faire comprendre la profondeur des évolutions sociales auxquelles on est confronté. C'est à quel point alors Henri, lui, il est plutôt dans une sorte de... Je sens une lecture approfondie, une sorte de familiarité avec l'histoire. Et donc tu vois se reproduire des formes historiques et tu sens que ça vient, etc. Et là je sens, moi, l'espèce de pulsion de guerre ou de dérive dans la guerre que tu sens dans ta connaissance de l'histoire. Moi, je perçois comme force fatale une pulvérisation des sociétés qui est dans des phénomènes anthropologiques très profonds qu'on ne contrôle pas non plus d'ailleurs. Je pense que c'est très Il y a une salle pour se suicider à la sortie. Non, mais c'est très complémentaire. Et moi, je suis très soucieux de l'anthropologie. Et je pense que l'opposition entre l'histoire qui passe, l'anthropologie qui est immobile, est une erreur. Mais il y a pour tout dire, pour venir à une vision anthropologique, la nature humaine, ça existe. C'est d'ailleurs au fond, c'est l'objet de l'anthropologie au bout du compte. Bon. Rassure-moi, tu ne penses quand même pas que les hommes et les femmes, c'est différent. Je pense que très profondément dans la nature humaine, il y a une distinction entre le masculin et le féminin. Voilà. Waouh, tu prends des risques là. Voilà, oui, je prends des risques. mais voilà, il y a des... Or, la nature... Ce sera le mot de la fin. Hein. Oui. La nature humaine, elle est comme la nature. Voilà, c'est-à-dire pas gentille. Voilà, je sais bien qu'il y a des gens qui sont pour le retour aux religions naturalistes, mais la nature, elle est ce qu'elle est. Elle est implacable, amorale, impitoyable. Voilà, c'est la loi de la sélection naturelle. Et la nature, elle est aussi dans l'homme, et c'est la nature de l'homme. Le jour où on oublie ça, et où on oublie d'ailleurs ce que l'histoire nous apprend sur cette nature, c'est-à-dire, l'histoire, elle nous apprend, elle nous donne des exemples, mais elle nous donne une illustration de ce qu'est la nature humaine. Le jour où on l'oublie, le jour où la politique l'oublie, le jour où les instituts, on ne fait plus rien pour préserver tout ce qui canalise la nature humaine, tout ce qui empêche la bête de sortir et de dévorer tout ce qui est devant elle. Et ce jour-là, on commet un grand crime contre l'humanité. Voilà, c'est cette espèce de dégradation qui est en train de se produire de toutes les institutions, de tous les éléments de civilisation, de cohésion sociale, de civilité, de sociabilité, contribuent à ouvrir ces vannes. Voilà ce qui, moi, au fond du fond, m'angoisse le plus. J'ai le sentiment que c'est une espèce de mécanique presque fatale qui est engagée. Et on connaît la fin de l'histoire, la fin de ces histoires-là. La fin de ces histoires-là, elle a été très bien décrite par René Girard, c'est-à-dire quand une société est trop divisée, elle cherche à reconstituer son unité par la violence. Voilà. Et ça... On a fini ? Ouais. Je voulais dire que j'étais d'accord avec lui. Voilà, donc je reviens. Donc, quand une société est trop divisée, elle cherche à reconstituer son unité par la violence mimétique, anomique, la persécution, tout ce qu'on voudra, le bouc émissaire, mais toujours. Et nous l'avons oublié. Donc, nous ne faisons plus cet effort qui est l'effort de la civilisation permanent pour essayer tant bien que mal d'empêcher que ça se reproduise, même si on n'y arrive pas toujours. Mais là, on fait de moins en moins. Voilà, mon angoisse peut-être la racine du mal. Hein, elle est là. Voilà, le droit, c'est fait pour ça. La politique, c'est fait pour ça. La culture, c'est fait pour ça. L'éducation, c'est fait pour ça. Ça suffit pas toujours. Et le jour où on se rend plus compte que c'est nécessaire à ce point, alors on peut commencer à s'inquiéter. Je crois que c'est le cas. Voilà. Moi, je faisais juste un mot pour dire à quel point je suis d'accord avec lui sur une chose qu'il a dite. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'on était à ce point d'accord. C'est quand il a dit c'est la connaissance de l'histoire qui nous dit ce qu'est l'homme. Hein, non, mais
Ouais, on va aller, allons jusqu'au bout. C'est l'histoire qui nous dit ce qu'est l'homme. C'est pas une réflexion psychologique sur l'homme qui va nous dire ce qu'est l'histoire. C'est l'histoire qui nous dit ce qu'est l'homme. Voilà. Merci à tous les deux. Et bon week-end quand même à vous toutes et tous.